Hello and welcome. Bonjour et soyez les bienvenus A esta sesión de HIV pour tous et toutes de HIV 2020 sur les politiques en matière de drogue et réduction des risques VIH. Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui parmi nous et pouvoir partager avec vous. Je suis Sarah Snap de l'Institut RIA et nous allons commencer notre session avec des annonces que nous devons faire. Donc, d'abord, l'interprétariat. Nous vous prions, dans le cas où vous aurez besoin de traduction simultanée, de veuillez choisir le canal d'audio pour la langue de votre choix en sélectionnant Interprétation, puis la langue, coupez les sons d'origine pour entendre que l'interprète. Voilà. Merci beaucoup de votre participation et nous allons continuer. Ensuite, des directives de participation. Nous voulons avoir une séance ouverte avec un endroit sûr pour véritablement pouvoir partager de la meilleure façon possible nos connaissances et compétences. Les sessions HIV 2020 online offrent un espace sûr et neutre pour le partage de connaissances, d'expériences, de compétences et d'opinions dans le respect mutuel. Applique une politique de tolérance zéro pour toute forme d'intimidation, d'harcèlement, d'utilisation abusive de langage et d'expression agressive d'opinion et tout autre comportement indésirable. Cela comprend pendant les sessions Zoom, les plateformes des médias sociaux, HIV 2020, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Dans les webinaires Zoom ouvertes, les réunions Zoom, les groupes de discussion, les plateformes de questions-réponses Zoom ouvertes, des dialogues ouverts, des dialogues privés susceptibles d'incommoder panélistes, intervenants, traducteurs et participants. Les participants à la session qui commettraient de telles actions seront immédiatement retirés de la session sans préavis par les autres. Donc, nous serons ici, nous allons modérer, nous sommes très heureux et heureuses. Vous allez voir les niveaux d'intervenants que nous avons aujourd'hui. La siguiente lámina, por favor. Y solo para decir que... Juste pour vous dire que cette séance sera enregistrée. Elle sera disponible dans les réseaux sociaux HIV 2020 et nous avons aussi le stream live Facebook. Très important parce que si une personne décide de participer, devrait savoir de ne pas faire de références trop personnelles. Lorsqu'on est dans les breakouts, il n'y a qu'un seul groupe qui restera en Facebook, mais nous voulons vous prévenir parce que ceci peut être reproduit dans d'autres médias sociaux. Donc, faites attention à ce que vous dites si jamais vous avez une inquiétude quelconque de l'utilisation qui pourrait être faite. Et voilà. Et puis, à la fin, nous l'avons déjà fait parvenir par courriel ce que nous souhaiterons. Si vous pouvez changer votre nom, veuillez renommer votre nom en dessous. Donde dice tu nombre, hasta arriba donde están las tres puntitos,
3 petits points à côté de votre nom. Nous avons mis cette image à l'écran. Et à ce moment, vous pouvez inclure la langue dans laquelle vous participez. Anglais, français, portugais, russe, espagnol et votre nom. Con quien quieres, vas a estar escuchando. La langue dans laquelle vous allez écouter et éventuellement participer. Hacer Ça va grupos nous aider pour pouvoir les para las chiquitas. pour les et les interventions. No se escucha nada. Nous disent que vous n'écoutez pas. Voilà. Nous avons une équipe ici et ils vont essayer de voir pourquoi Mario ne peut pas nous écouter. EN pour l'anglais, SP pour espagnol, todos los grupos necesarios. Et S portugais. Et ça va nous aider énormément pour pouvoir organiser les groupes lors de cette session. Nous vous remercions aussi votre partage. ¿Puede ir a la siguiente lámina, por favor? O esto es donde yo voy a... Perfecto. Bueno, solo para que... Bon, d'accord. Pour que vous puissiez nous connaître un peu plus. Je vais vous aider avec les noms. Si les personnes qui vont faciliter la session peuvent être à l'image. Nous vous prions de votre nom, le nom de votre organisation et où vous habitez. Comme ça, on va pouvoir démarrer et on va commencer par Angélica. Angélica Ospina, Réseau Mexico de réduction de risque. Je suis du Mexique et j'habite dans l'état d'Aguascalientes. Ernesto. Bonjour. Ernesto Cortés, LAMPU, le réseau latino-américain et caribe des personnes usagers de drogue. Et puis, je suis à Costa Rica. Amaya Ordórica. Amaya Ordórica. Sí, bueno, esta soy yo. Amaya. Bon, ça c'est moi, c'est Amaya. Et je viens de l'AMPUD et Reverdecer Colectivo. Vero. Vero. Hola, buena. Bonjour, je suis Véronica, l'AMPUD Argentine. Et ici, Argentine, du réseau argentin pour l'assistance des personnes qui consomment des stupéfiants ou des substances psychoactives. Cintia, no te escuchamos. Cintia. Estás en mute. No te perdón por eso. Soy Cintia Navarrete de la organización APROACE de México. Je suis Cintia Navarrete, PROACE México. Je suis aussi dans la plateforme latino-américaine des personnes qui exercent la profession sexuelle de sexe, Plappers. Bonjour, Fanny Pirimeda, à partir de l'AMPU, de Reverdecer Colectivo et programme analyse de substances à la ville de Mexico. Bonjour, je suis Reverdecer Colectivo et... Hola, mi nombre es Jorge Bonjour, Jorge Herrera. Je collabore à Institut RIA, organisation qui fait de la recherche incidence en politique de drogue, et je suis à la ville de Mexico à l'heure actuelle. Ingrid. Bonjour, je suis Ingrid Farias de Brésil, une organisation qui agit dans le contrôle de drogue. Merci beaucoup. Et Arturo.
No te escuchamos, Arturo. Arturo, nous ne t'écoutons pas. Bonjour du Brésil. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend bien. Bonjour. Je viens de l'École libre de réduction de risques. J'habite au Recife, au nord-est du Brésil. J'aimerais vous donner la bienvenue pour tous et toutes. Et notre organisation fait de l'incidence politique dans notre région et aussi des recherches et de l'incidence avec la population qu'utilise l'usage de substances psychoactives. Je suis d'Honduras, j'appartiens à l'Impôt pour la légalisation de l'Honduras et Fondation Équilibre. Merci d'être ici. Merci Maricela. Et je suis Salazar de l'Institut RIA et aussi je fais partie de l'Impôt réseau latino-américain de personnes qui consomment des drogues. Je suis ici au Mexique. Nous aurons été très heureux de vous avoir reçus ici à la ville de Mexico au mois de juillet parce que c'était comme était prévu à célébrer HIV 2020 à la ville de Mexico. Nous avons tous organisé depuis l'année dernière. Malheureusement, ça n'a pas été possible et c'est pourquoi nous avons organisé cette session et HIV 2020 organise énormément de manifestations, des événements en ligne pendant le mois de juillet. Et puis, je veux toutes les personnes que vous avez entendues auparavant, ce sont nos intervenants, ils vont participer à des petits groupes qu'on aura par la suite. Donc, maintenant, nous allons commencer avec Jorge. Partager écran. Nous voilà. Lo voy a poner en presentación. Súper. ¿Pueden ver mi Très pantalla? bien. Ok, yo me voy a quitar de video y Jorge, tú, adelante. Jorge Bassi. La présentation est maintenant à l'écran. Merci à vous tous qui sont avec nous, qui viennent de différents pays du monde, de différents endroits où vous habitez. Un tout petit peu pour vous rappeler les indications que nous avons données de mettre votre nom et les codes de la langue dans laquelle vous souhaitez vous exprimer. Si vous avez des doutes, vous pouvez nous contacter par chat et on va vous assister. Nous allons parler des drogues, on va parler des politiques des drogues, mais notamment dans toutes ces situations, phénomènes, comportements, défis, besoins autour de cela. Très peu, en abordant la politique qui gouverne les thèmes des drogues, c'est la politique de l'interdiction, c'est la prohibition où les États membres, dont la plupart vont criminaliser toute activité, attitude, usage lié aux drogues et non seulement l'usage, mais aussi tout ce qui est relatif au marché, distribution, commercialisation des drogues. Et tant qu'usagers, ça nous laisse dans une grande incertitude juridique et qui a à voir avec des violations aux droits humains. Nous le voyons dans la criminalisation d'avoir de la drogue sur soi. Et puis, comment ça se prête à des extorsions de la part des autorités, du gouvernement, de la police, de la sécurité des États ou provinces, pour tous ces usagers qui utilisent
des substances, des arrestations arbitraires, par exemple, entre autres. La criminalisation vis-à-vis des drogues et cette politique d'interdiction, de prohibition, bien entendu, la narrative institutionnelle de la part du gouvernement, des différentes provinces ou États, a créé un stigma qui va se reproduire dans les différents secteurs sociaux. Pour toutes les usagers de drogue, ça peut être une barrière significative pour toute une série des opportunités et droits. Et fait que nous, étant qu'usagers, nous soyons objets de rejet social, stéréotypes, discrimination, entre autres. La criminalisation est utilisée pour une double vulnération aux exercices des droits et libertés individuelles. Et bien entendu, il est important que les sphères où ça a lieu, c'est la famille. C'est là où on va prendre des décisions autour de thèmes sans parler ou tenir en compte les besoins des personnes sous-âgées. Un autre espace important où cette structure stigmatisante existe, c'est dans l'éducation. Des milieux avoir des concepts moraux sur l'usage des substances en lieu de donner des informations précises en incorporant des stratégies de comment réduire les risques associés aux risques ou avoir un usage responsable des drogues. Criminalisation, stigma social ont créé des conséquences assez importantes. Il faut se rappeler que l'usage des substances et des plantes psychoactives sont au risque pour la santé en dépendant des corps de chaque personne qui est utilisateur. Et quelque chose qui est important à tenir en compte, c'est l'incertitude de la qualité des substances. Suite à l'illégalité, les marchés noirs où ils se trouvent, à cause de cette politique d'interdiction-prohibition et toute une série des éléments autour de cela. Il y a des personnes qui vont utiliser des consommateurs, vont avoir des problèmes. Et il y a des institutions du gouvernement qui vont traiter cet usage des drogues, même si en général, ils vont le faire de façon très peu éthique, involontaire, et des fois en violation aux droits humains. C'est pourquoi il est important de procurer des services de santé pour usagers de drogue et pour ceux qui abusent de la drogue. Ceci n'est pas une réalité dans toutes les parties du pays. Les stigmas, normalement, empêchent que les personnes parlent ouvertement sur leur consommation, étant que avec les professionnels de la santé et d'autres acteurs qui pourraient leur procurer des services de santé publics ou privés. Et les services d'urgence, ils vont s'occuper des personnes qui arrivent pour des différentes causes ou on rejette le service, procurer ces services parce que ce sont des personnes qui ont cherché la situation où ils se trouvent parce qu'ils étaient des usagers de drogue ou on pense qu'ils n'ont pas le droit de recevoir des services publics à cause de cela. Donc, encore une fois, ça va être renforcé avec la criminalisation à l'usage et il devient important lorsqu'un usager de drogue ne demande que des services de santé, mais il va être exposé à des situations où il va se trouver à l'encontre de la loi. Difficile de trouver des assistances conseils juridiques pour cette condition. Le manque de services de santé pour les usagers de drogue est évident lorsqu'on tient en compte les stigmatisations et la discrimination qui vont avoir lieu dans différents espaces, l'école, le travail, l'espace public, les services tenus par le gouvernement, entre autres. Angélica, est-ce que tu voudrais nous parler un peu là-dessus? C'est juste pour rappeler que la stigmatisation tue. Ce n'est pas... Stigmatisation vient de années d'interdiction, centaines
d'années d'interdiction dans notre continent. Il y a eu toute une série de perceptions envers les personnes qui utilisent les drogues. Et ça nous tue parce qu'il y a des manifestations agressives et puis un enterrement compulsif, et ça crée et ça fait que les personnes tombent davantage dans l'utilisation des drogues plus fortes au lieu de nous aider. Comme Jorge l'a dit, nous nous sommes exclus. Il faut séparer la pomme qui est pourrie. Donc, les interventions sont l'exclusion en lieu d'avoir une perspective plus communautaire. Même chose au niveau du travail. Dans plusieurs sociétés, il y a des tests antidoping pour pouvoir avoir un travail. Et donc, ça crée une spirale d'exclusion qui va rejeter toutes ces personnes qui ont très peu de capital social et de ressources économiques envers des situations de criminalité. Il va nous limiter notre contact avec les personnes qui ne consomment pas de drogue. Ça empêche un lien avec les autres et ça nous jette vers des cercles de criminalité et puis nous expose à d'autres dangers. Dans la région, il est très important les expériences d'extorsion de la part de la police, les coups qu'on reçoit, et puis on a peur d'être devant un juge parce que si nous sommes des femmes, on nous empêche d'exercer notre maternité, on enlève nos enfants, et puis deux fois, il y a aussi de non-accès à la santé. Et lorsqu'on a atteint de VIH, c'est une autre violation aux droits humains parce que si on a une consommation de drogue, les vaccins pour la VIH ne nous sont pas procurés. À nouveau, dans les salles d'urgence des hôpitaux, souvent les conditions d'utilisation font que ça soit plus lent, qu'on nous fasse attendre davantage et que les procédures normales ne soient pas appliquées. Et voilà, donc la justice va nous exclure lorsqu'ils tuent quelqu'un. Et quand on apprend que la personne était un usager de substances, alors l'investigation, ça s'arrête là. Ça rend très difficile à pouvoir lever notre voix. Les stigmas et la discrimination pour toutes ces raisons vont accroître notre risque à la dépendance et à situation problématique parce que on est exclu de toute autre possibilité. Merci. Gracias. Merci. Sí, bueno, y esto es por el lado de las experiencias y los retos a los que nos hemos... Ça, c'est des côtés des expériences que nous avons eues par les politiques de prohibition et les chemins que beaucoup de pays ont pris lorsqu'ils abordent des situations en lien avec la drogue. La guerre contre la drogue, qui nous dit c'est une guerre contre les individus, et notamment pour préciser cette situation, il faudrait vous dire qu'au monde, un quart de la population mondiale
y 64 años. utilisent des drogues. 5% de las Entre 15 et 64 ans. Non, on devrait avoir mis des chiffres beaucoup plus mis à jour, mais bon, ça date de 2015. Mais c'est juste pour vous montrer que seulement 11 personnes, des personnes qui utilisent ces drogues, c'est-à-dire d'un quart de sur cette quart de la population mondiale, 11% ont des situations problématiques liées aux drogues. Donc, on a 89% des personnes qui ne se sont pas fait face à des sous-sages problématiques, ils n'ont pas été confrontés à des risques plus importants en lien avec les drogues. Néanmoins, la politique d'interdiction et de guerre contre les drogues est soutenue, elle reste là en justifiant des interventions envers cette 11% de la population qui est affichée dans les médias sociaux, dans les actualités, comme un groupe de personnes auxquelles il faut diriger ces stratégies ou des politiques punitives, de criminalisation, en lieu de essayer de trouver des solutions envers cette problématique d'usage illégales ou qui peuvent nous mener à rencontrer des problématiques beaucoup plus sérieuses. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de plantes, des champignons et des animaux avec des propriétés psychoactives, les pays ont préféré de faire une répression envers ces actes. Un quart de toutes les arrestations au monde sont liées au crime des drogues. Plus évident lorsqu'on cite les 32 pays qui ont la peine de mort pour des crimes liés à ce thème. Voilà. La politique de prohibition a créé cette situation. Elle a été créée par les membres des Nations Unies. La Nations Unies a avoué qu'il y a des conséquences non intentionnelles vis-à-vis des drogues. Quelques conséquences est la création d'un marché criminel illégal, régulé par la violence, qui nous met au risque à nous, en tant qu'individus usagers de drogue, parce que nous sommes en contact avec un marché illégal, clandestin, violent, afin de pouvoir se procurer de la drogue. Les États membres des Nations Unies ont gardé une approche punitive et comme je l'ai déjà évoqué, ça nous rapproche beaucoup plus de la criminalisation et nous éloigne de la santé publique et des autres objectifs de réduction de l'offre et de la demande de la substance. Et on voit la distribution des substances et puis la répression vis-à-vis des activités de l'usage de drogue a très peu d'impact dans la demande des substances. Nous constatons donc qu'il n'y a pas une incidence dans la réduction des demandes de drogue, mais lorsqu'il y a des politiques de répression, la seule chose qui se passe, c'est que l'usager va essayer d'avoir accès à ces produits par des différents réseaux. Et lorsque le produit n'est pas disponible, à ce moment-là, il va utiliser d'autres substances analogues, similaires, qui puissent satisfaire nos besoins de consommation. Puis, on a de la distribution géographique, très peu d'impact au niveau de la réduction de l'offre, avec les saisies
l'élimination des cultures, des plantes psychoactives. Il n'y a pas un impact dans la réduction de l'offre. La seule chose qui se passe, c'est qu'au lieu de se produire dans certaines régions du monde, ces plantes et cette substance psychoactive, la production se déplace vers d'autres régions. Au Mexique, on le voit dans les mêmes territoires, lorsque au nord du pays, ils commencent à éliminer les cultures et les interventions, la production va aller vers d'autres territoires, vers le sud. Donc voilà, ça peut se reproduire dans des espaces régionaux. Et puis la stigmatisation de l'usager, donc situation de criminalisation et la politique punitive. Brièvement pour dire un mot sur l'étude faite au Canada afin d'identifier quelques causes pour lesquelles les personnes utilisent des plantes et des substances psychoactives, parmi lesquelles on voit l'expérimentation, être à la quête de la santé, le bien-être, améliorer nos conditions de nos corps, les relations sociales humaines, le plaisir, l'exploration de soi-même, connaître nos corps, nos esprits, améliorer l'interaction sociale avec un groupe quelconque ou avec quelques communautés, avoir ces rapports avec notre entourage, les personnes qui sont dans notre environnement. Il s'agit aussi d'avoir plus d'envie ou moins d'envie de faire les choses parce que les substances jouent un rôle là-dessus. Et ici, moi, je voudrais juste ajouter, excusez-moi de vous interrompre. Non, ça y est. Vous écoutez. Me semble-t-il que ce n'est pas un travail de plus. Il me semble que l'interprétation j'ai eu beaucoup de difficultés à saisir le travail de Hamel Hansen à cause de la langue. Il a fallu le traduire. Ce sont des points communs qu'on est à la quête du plaisir, de bien-être, la santé, et que pour ça, on utilise les plantes pour le plaisir. C'est très facile pour faciliter les rapports sexuels, le comportement sexuel, lutter contre la fatigue, l'utilisation religieuse, c'est beaucoup plus important, mais en réfléchissant les risques, me semble-t-il que il est aussi utilisé pour les troubles de l'esprit. Donc, réduction de risque où la substance n'est pas mise en question, mais ce que les personnes vont sentir au moment de l'utiliser. Et puis, les stigmatisations, c'est ça auquel Angélica faisait allusion. On va les cacher, une consommation problématique associée à cette interdiction. C'est la réduction des risques, c'est une perspective très intéressante et non pas l'abus de la substance. Merci, Vero. Oui, il faudrait évoquer que juste l'interdiction, cette provision, elle est en train de nous limiter d'avoir toutes ces expériences, toutes ces pratiques, l'utilisation religieuse par rapport à la substance liée au comportement sexuel, rapport sexuel, d'autres pratiques pour améliorer ta performance, entre autres. Donc, c'est une limitation, non seulement l'utilisation de la substance, mais de vivre toutes ces expériences. Et la suivante, s'il vous plaît. Bon. Depuis la construction de la perspective de l'impôt des réseaux des personnes usagers de drogue, il est très important de transmettre 3 définitions qui sont
liées, elles ne sont pas antagoniques, mais lorsque on parle de despénalisation, discrimination, nous parlons des personnes. Décriminaliser et pénaliser les personnes qui l'utilisent, mais semble-t-il que la légalisation, évidemment, c'est quelque chose pour lequel on se bat depuis longtemps. Nous semble-t-il que notamment avec le cannabis, il était une question d'enlever le cáñamo et mettre le pétrole depuis de nombreuses années. La légalisation viendrait accompagner avec la question de la guerre contre la drogue, la guerre contre les individus. Depuis la Colombie, on parle pour la paix. La coca régularisée, ça serait ça se traduirait par la paix. Et donc, une régulation de trafic des drogues, des pouvoirs, parce qu'elle est régulée quelque part, tout l'argent et tout ce qui est derrière ce qui est le punitif, qui est le cadre où on trouve les substances et les usagers des substances à l'heure actuelle. Donc, des pénalisations au niveau des individus, il y aurait de la qualité, il y aurait une possibilité de santé régulée. À mon avis, c'est une question de mettre au sein d'une société un ordre à cette despénalisation et légalisation. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose d'autre. Merci. Bon, juste vous dire qu'il est important pour avoir une conversation, il faut connaître bien la distinction entre les concepts que vous venez d'évoquer. Merci. Rápidamente y muy breve, solamente explicar o mencionar, porque no me voy a detener. Juste exprimer ou évoquer, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, les spectres des choix normatifs. Donc, on a la ultra-prohibition. C'est là où se trouvent les drogues illégales, cannabis, LSD, MDA, entre autres. Et de l'autre côté, nous avons la promotion au niveau commercial. Donc, c'est-à-dire, c'est une autre possibilité de politique publique existante où on voit beaucoup de substances qui vont tomber là-dedans. L'alcool, le tabac, le sucre, je ne sais pas comment il y a des annonces de publicité, toutes ces stratégies de marketing pour promouvoir ces produits et on milieu la légalisation, la régulation légale stricte, oui, donner accès, mais avec des politiques publiques et une normativité appropriée et spécifique selon les besoins de la population, tenant en compte les caractéristiques de la substance. C'est ainsi qu'on peut constater que pour le cannabis, nous nous dirigeons sur une régulation légale stricte telle qu'adoptée par les pays Uruguay, les États-Unis et l'alcool et le tabac. Ici, on dirait qu'on va de la promotion commerciale dans le passé, au moins dans nos pays, dans des décennies passées, il pouvait y avoir toutes sortes de publicités dans les magazines, à la télé, et on voyait les images de personnes en train de fumer une clope ou de boire de l'alcool. Et puis, on voit que cette promotion, la publicité, est en train de se réduire et de s'interdire. Donc, des dommages sociaux, de santé qui la ultra-prohibition peut provoquer, donc des dommages, des risques très importants à la santé parce que nous ne connaissons pas la qualité, la pureté de la substance, parce qu'il faut avoir accès à un marché violent et des autres choses qu'on a déjà évoquées. Mais de l'autre côté, la promotion commerciale
crée aussi des risques de santé très importants parce que les restrictions nécessaires ne se mettent pas en place par rapport a la population cible. Y yo nada más agregaría que a veces también incluimos no solo medidas como el tema de salud. La santé et les thèmes sociaux, on inclut aussi le développement pour les pays qui cultivent cette plante des substances psychoactives. Maintenant, me semble-t-il que Amaya allait... Ah, non, c'est Fanny. Bon. Jusqu'à présent, on nous a dit comment la politique d'interdiction va décider de comment agir avec ce phénomène de drogue. Nous parlons de la réduction de risque, mais qu'est-ce que c'est? Une perspective qui marche pour la conception, la mise en place, l'évaluation des politiques, des services de santé, des outils et modifier les lois en matière de drogue afin de mettre dans le centre de la discussion les personnes qui décident de devenir des usagers de drogue, la réduction de risque, c'est ne pas criminaliser la consommation, voir les différentes utilités et causes des personnes usagers de drogue et avoir et mettre en place des services de santé appropriés. Pas tout usage est un abus, pas toutes les personnes ont besoin de même traitement. Et aussi, il faut avoir des politiques qui puissent inclure la communauté, non seulement donner des médicaments à la consommation, mais parler de toute une gamme pour identifier les personnes qui décident d'être usagers des substances. Normalement, lorsqu'une personne décide d'utiliser des substances, elle est tout de suite criminalisée. Et on veut changer ces modèles qui criminalisent, qui, comme a été évoqué par nos collègues, fait qu'accroître les risques non seulement pour les usagers des substances, mais aussi dans la communauté. Réduction des risques, ça se traduit par inclure les personnes, donner la voix à ces personnes qui sont en train de souffrir à cause de ces politiques et pouvoir augmenter, diversifier les différents services, les remettre à leur disposition et inclure les personnes pour créer des politiques et les services. Comme Fanny vient de le dire, mes collègues, les politiques de drogue ont créé toute une série de conséquences négatives qui ont affecté à certaines populations, ainsi que la région de l'Amérique latine. Depuis la société civile, il y a eu des stratégies pour les mettre en place. Des réseaux d'accompagnement, de soutien ont été créés. Ça peut être des usagers ou des victimes des violations aux droits humains comme des personnes disparues. Au Mexique, on est en train de promouvoir la brigade des personnes disparues qui va grouper les personnes qui ont été atteintes dans les pays afin de promouvoir les mécanismes pour aller chercher les personnes disparues. Et puis l'accès à la justice et la construction de la paix. Il y a des programmes de gestion par les personnes pour créer des programmes d'analyse des substances. Il s'agit d'un service qui a des outils pour la prise de décision bien informée. C'est un modèle éducatif, pédagogique qui va encourager le dialogue et qui va reconnaître les savoirs des individus. Ça nous permet de construire
les connaissances et les compétences des personnes sous-âgées des drogues. Nous pourrons agir en tant qu'organisation, mais aussi comme coalition, parce que ça va nous permettre d'unir des forces et changer les paradigmes. Coalition pour la paix au Mexique va à promouvoir la consommation cannabis avec justice sociale. Comme beaucoup de mes collègues ont évoqué, on a aussi l'AMPUD, c'est un réseau de personnes sous-âgées en Amérique latine et aux Caraïbes qui vont accompagner les processus politiques et ils veulent créer ce changement. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monse. Je ne sais pas si l'un de mes collègues veut ajouter quelque chose avant qu'on passe à nos groupes. Je ne sais pas s'il y aurait quelqu'un qui souhaiterait contribuer ou agir. Sarah, rapidement, je voudrais ajouter, parce que comme secrétaire de l'AMPU, des partis de l'Alliance en positive, et je salue toutes les personnes qui en font partie, une des choses qu'on dit, comment le stigma, la lutte contre la guerre contre la drogue va éloigner les personnes vivant VIH des services de santé parce qu'ils sont tous âgés de drogue, à cause de cette stigmatisation, parce que dans certains pays, on va les nier, on va conditionner le médicament ou les services de santé. Donc, pour nous, étant que sous-âgés, il est très important de tenir ça en compte, de souligner le besoin d'entendre la réduction de risque au-delà de l'utilisation d'une substance. Nous savons qu'il existe un risque élevé d'infection dans certains cas, mais ce que nous constatons, c'est que les personnes sont rejetées des services de santé parce qu'ils sont des consommateurs de drogue. Donc, c'est important à évoquer ça pour le travail de groupe qui suit. J'ai quelques annonces. Très vite pour vous dire que cette session a été enregistrée. Elle sera disponible à la plateforme de HIV 2020 ainsi que les médias sociaux. Et pour les groupes dans lesquels on va diviser, nous avons un groupe en anglais, un espagnol et portugais. C'est pour ça qu'il est très important que vous nous disiez à quel groupe vous voulez appartenir. Nous avons 121 personnes et nous devons connaître dans quel groupe on va vous inclure. Les personnes parlant français et russe et un groupe d'espagnol resteront à la plénière. Donc, ça serait un premier groupe. Les autres groupes ne seront pas enregistrés. Mais le groupe à la plénière va continuer à être enregistré par Facebook et il sera édité par la suite. Pour ceux qui parlent portugais, anglais, marquez à côté de votre nom les sigles, l'acronyme de la langue pour faciliter la distribution de votre participation dans les différents groupes que nous saurons par la suite. Nous avons 30 minutes. 30 minutes. 35 minutes pour les minutes et puis on est un peu de temps pour revenir et savoir quelles étaient les conclusions de chaque groupe. Rachel, tu vas nous amener dans d'autres espaces virtuels. C'est notre premier exercice de télétransportation. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer, mais je suis prête. Gracias, Monse. Muchas gracias.
Creo que vamos a tener que ser muy Me veloces. semble-t-il qu'il va falloir aller très vite dans notre retour d'information, de discussions qui ont été tenues dans les groupes. Donc, je vais commencer par l'ordre des groupes tel que nous l'avons prévu. Donc, d'abord, Ernesto, 2 minutes. Très succinctement ce qui s'est passé, donc notre groupe d'anglais. Donc, je vais partager l'écran. Est-ce que je peux? Oui, si vous voulez. À peu près, nous avions une discussion assez ample des participants des États-Unis, du Kenya, des Landes. Donc, une grande diversité, fort intéressante. Très brièvement, différentes façons qu'on pourrait classifier les substances ou de les comprendre. C'est-à-dire, d'un côté, qu'est-ce que c'est une substance chimique et la substance de la OMS, une substance qui va altérer tes émotions et tes comportements. Nous parlons de substances telles que le café, le thé, les sucres. On n'a même pas commencé à parler de l'alcool, de cannabis ou d'autres. Beaucoup d'autres, l'héroïne, fentanyl, hashish, ont été évoqués. Les types d'usage, récréatif, non récréatif, loisir, c'est un concept que l'AMPUD, nous essayons de démythifier un peu et on dit le usage adulte ou personnel. Pas tout le monde va l'utiliser dans les loisirs qu'elle dit que non. Nous les donnons beaucoup d'usage spirituel pour la relaxation, entre autres. Et puis, les stimulation du système nerveux central. Bon, oui, il y a des choses qui sont illégales, comme l'alcool, par exemple, qui est seulement pour les adultes, et le café également, qui, une fille de 9 ans peut aller se procurer une tasse de café. Donc, très intéressant. On commence avec la révolution de cannabis aux États-Unis et au Canada. Nous parlons de champignons. Et puis, nous parlons aussi de la prohibition et la guerre contre les drogues. Beaucoup de commentaires fort intéressants. Mon collègue de l'Inde nous a dit que la politique a été importée par les États-Unis. Depuis les États-Unis, me semble-t-il que tous les États, on pourrait dire plus ou moins la même chose. On a importé cette politique et cette lutte contre la drogue depuis une quarantaine, cinquantaine d'années à partir des États-Unis. Et comment ceci nous a fait tenir le discours d'addict et criminel. C'est ce stigma, cette étiquette qui nous a donné. Nous sommes des malades et nous avons un trouble et que c'est l'usage et nous sommes des criminels parce qu'on vend de la drogue. Et comment cette prohibition va provoquer cela? En donnant l'apparition, le surgissement d'autres produits beaucoup plus nocifs et beaucoup plus dangereux. Et puis que ça met en la sécurité et puis ça mène à des peines d'encarcération, de prison. Les politiques de drogue sont racistes. Il y a une disparité de comment on va criminaliser les personnes noires et latines dans certains pays, les États-Unis, au Brésil. Ça, c'est clair et évident comment ça se déroule. Et puis, ce sont des machistes ou patriarcales, discrimination par genre pour des femmes trans, femmes mères, et puis centriques parce qu'elles vont se concentrer sur la jeunesse. Elles sont colonialistes, on pourrait dire également, parce qu'on les importe à partir des États-Unis. Et donc, au sex work, le travail ou la profession du sexe, l'intersection avec d'autres populations clés et comment le stigme va augmenter et ça devient beaucoup plus compliqué. Et on a établi quelques stratégies. Mais semble-t-il que nous nous concentrons beaucoup plus dans celle-ci, juste pour donner le temps, parce que nous sommes 6 et 7 groupes.
Je passe à un autre groupe, vous voulez? Comment est-ce que j'arrête de partager mon écran? Très bien, merci, merci. Y el grupo de Angélica et Jorge. no tienen que compartir su pantalla. Vous, Caritas, perdón. Lo que ustedes vous n'êtes pas obligé à partager votre écran. Hola. Bueno, pues un poco de lo que se compartió. Un peu sur ce qui a été partagé dans les groupes auxquels on a facilité le débat. Quelles sont les drogues? On a cité plusieurs substances. Également, nous avons spécifié qu'il s'agit des produits qui nous permettent d'interagir avec notre entourage, notre monde, pour pouvoir réfléchir sur soi-même, mais aussi de tout ce qui nous entoure. La discussion, le débat était sur ce qui est légal, illégal, réflexion sur le café, par exemple. Car il s'agit d'un produit qui est à la portée de tout le monde, que tout le monde peut y avoir à la maison, mais qu'il s'agit d'une substance psychoactive considérable et il y a des législations qui vont être définies par des gesteurs publics, les institutions du gouvernement dans une motivation de protéger notre santé, mais qu'à vrai dire, à un agenda antiprogressiste, un mécanisme de pouvoir, une stratégie de contrôle social. En ce qui concerne les stigmes qui va être exprimé lors de cette situation des personnes consommateurs de drogue, l'extorsion, criminalisation, la réduction des capacités d'agence qu'on a et les reconnaissances, nous étant que des acteurs politiques qui peuvent demander des droits. Et la vinculation de la narrative officielle pour les médias et aussi les institutions, car ils sont en train de renforcer la situation de façon continue, les dommages et les risques de drogue. Bien entendu, l'éducation continue entre pairs. Il devrait s'agir d'un travail de rémunération décent, d'accompagnement entre pairs, les interventions communautaires en perspective des droits humains, considérer également les caractéristiques spécifiques des substances, mais aussi des caractéristiques spécifiques des populations et des individus. Donner des stratégies, des services dans les thèmes des drogues, et politique des drogues. En ce qui concerne cela, bon, l'important, c'est connaître tes droits afin de pouvoir faire face à des injustices politiques ou de la province ou de l'État, une évaluation sur les coûts qui concerne la criminalisation versus la santé publique et comment les politiques des drogues jouent un rôle là-dedans. Muchas gracias, Jorge. Mir Franco, levantaste la mano, necesitas decir algo. Mir Franco, tu as levé la main, veux-tu réagir? Gracias, no te preocupes. Ingrid y Arturo. Ingrid et Arturo. Desde los que hablan portugués, ¿cuáles fueron algunas de las conclusiones? Du portugais, quelle c'était la conclusion? En portugués ou en espagnol, Zara? En espagnol, portugués. Mejor en espagnol porque ellos están. Ça serait préférable si vous vous adressez à nous en espagnol ou portugnol. Portugnol, c'est le mélange entre le portugais et l'espagnol. Donc voilà, petite blague. Está incluso en lo que hablamos, lo que pensamos mucho. Hicimos algunas anotaciones. Nous avons réfléchi et on a pris note sur les deuxième et troisième questions. En ce qui est drogue, on garde le concept OMS, que nous pensons que ce concept est assez généralisé, ça couvre très bien ce qui sont les drogues, les substances psychotropiques,
une substance chimique, mais tout en reconnaissant que les drogues peuvent être utilisées pour des usages inadéquats et un stigma social, stigmatisation sociale. Nous sommes un petit groupe, 5 personnes seulement. Nous croyons que ce sont les interventions qui s'adressent aux individus usagers de drogue qui fait partie d'une communauté. Nous devons prendre en considération la subjectivité qu'elle existe dans un certain territoire afin que les habitudes locales puissent être considérées comme les pratiques dans un service spécifique pour les personnes usagers de drogue. La stigmatisation sociale, nous avons tous fait l'expérience un jour à l'autre par rapport à la stigmatisation de la drogue. Nous croyons que cette construction, c'est une construction sociale pour l'exclusion des corps que la classe, la race et genre, ce sont des facteurs essentiels, notamment ici au Brésil. Ça augmente le nombre de morts, l'emprisonnement des personnes et les centres sur la pauvreté, les personnes vulnérables au Brésil. Voilà l'évidence pour les 3 premières questions qui nous ont été posées. En ce qui concerne les politiques, nous pourrons dire que la réglementation, le changement de cette politique de provision qui puisse considérer les usagers de drogue comme Désolé, on a perdu le son. Il y avait un peu bizarre. Monse Ibero, s'il vous plaît. Después vamos con Fanny y Cintia, solo para que se Justement, lorsqu'on réfléchit au terme de la drogue et des substances qui vont dans l'organisme, ils vont être modifiés, ça peut être café, sucre, alcool, entre autres, à usage quotidien, mais aussi considérés comme rétroviraux, hormones, utilisés également comme loisirs thérapeutiques, voire anti-stress. Citer qu'il peut y avoir ce double jeu parce qu'ils sont aussi une excuse pour garder cette prohibition et la stigmatisation des individus. On a parlé des classifications pharmacologiques. Il y a des drogues qui ne sont pas considérées comme telles. D'autres populations qui peuvent utiliser des substances bien spécifiques. On ne peut pas dire qu'on est anti-drogue car on les utilise tout le temps. Les politiques des drogues étaient évoquées qu'elles ont toujours été restrictives. Elles vont créer des stigmatisations sociales, de la violence, des groupes de cartels de drogue qui vont affecter les communautés, les producteurs et les consommateurs. Il faut établir les listes. Il faut aborder le thème dans un changement. Le défi, c'est d'en parler ouvertement et proposer des réponses. Comment est-ce qu'on souhaite que la régulation soit gérée? Il faut inclure différentes perspectives. En ce qui concerne la stigmatisation, c'est une étiquette qui va affecter les personnes et qui va discriminer pour des différentes catégories sociales qui vont se multiplier. Si c'est une personne homosexuelle vivant VIH, ça va créer une inégalité, ça va l'empêcher d'avoir accès aux services de santé. Comment réduire des dommages-risques par rapport aux drogues? L'éducation est essentielle, basée sur l'évidence scientifique, basée sur parler ouvertement du thème et de ces stratégies d'usage, attention médicale primaire. C'est aussi avoir
des substances alternatives qui pourraient être utiles pour la drogue, réduire les risques et dommages par une régulation alignée au système et régulation de santé. Estaba en equipo con, pero adelante Fanny o Cintia. Y terminaremos con Amaya y Maris. Gracias. Nosotras estuvimos con 3. Cynthia, Fanny. Nous étions 13 personnes au Uruguay, Mexique, la Basse-Californie, Mexique. Qu'est-ce que c'est la drogue? Une substance qu'au moment que ça rentre dans l'organisme, ça provoque des changements. Des fois, elle est utilisée pour sortir des conflits ou le développement des habilités. On a évoqué que on ne cite pas pourquoi on utilise les substances, comme on mentionne seulement les substances, mais ici dans cette catégorie, il faudrait aussi en faire la liste d'usages spirituels, la réhabilitation. Les substances peuvent y avoir de différentes sortes d'usages. Il faudrait l'identifier et puis les catégories de ces substances. Les politiques de drogue, au moment que l'on va faire la classification, deviennent la criminalisation des individus, la stigmatisation tue les individus en allant ces liens avec ces stéréotypes, notamment lorsqu'il s'agit des femmes, de la diversité sexuelle. On parle beaucoup de comment les politiques vont violenter les femmes trans et usager des substances. Une fois qu'on comprend cette mélange, on voit pourquoi on a tellement de féminicides dans de différentes latitudes qui ont composé ce groupe. Il faut parler dans les politiques, inclure la rééducation au niveau social, parler sur le chaîne sexe, non seulement comme quelque chose qui atteint les VIH, mais les autres problématiques associées auxquelles tu peux faire face lorsque tu vas dans une party, en fait. Et comment les politiques provoquent les stigmatisations. Elles ne montrent pas une ouverture, elles ne sont pas basées sur les droits humains. Et donc, les politiques au sein de notre groupe, on conclut qu'elles sont violentes, elles ne respectent pas, il faut changer ces politiques. Si vous avez été l'objet, vous connaissez les stigmatisations sur les personnes usagers de drogue. D'Équateur, on nous dit que la loi dit qu'il faut avoir cette ouverture, qu'il ne faut pas avoir les stigmatisations, mais ça, c'est dans la législation. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Oui, il faut provoquer les changements dans la loi pour éviter les stigmatisations. Mais il y a des psychologues, hommes, femmes, qui vont travailler avec des personnes positives, VIH positives, et puis les personnes n'ont pas accès au traitement parce qu'elles sont des usagers de substances psychoactives illégaux. Ce n'est pas la même chose si on consomme de l'alcool parce que l'attention médicale, la prise en charge, oui, ça va arriver. Ils vont dire oui, bon, oui, on peut vous prendre en charge si toutefois vous vous arrêtez de boire. Mais lorsqu'on parle de drogue illégale, on peut refuser l'attention médicale. Beaucoup de stigmatisation, notamment lorsqu'elles sont VIH. Il faut rééduquer, avoir de nouvelles propositions, non seulement pour la consommation, mais aussi pour les producteurs. Enlever le moralisme des actions, les interventions médicales, des prises en charge, avoir des approches de droits de l'homme, cannabis médicinal doit être compris comme un médicament essentiel avec des personnes de VIH. Parce qu'il s'avère très utile, réduire les dommages et les risques aux personnes qui utilisent les substances pour qu'elles aient une meilleure connaissance et quel est l'impact sur leur santé. Et comment celle-ci est une intersection avec les rétroviraux et tout autre médicament qu'ils puissent utiliser. Aussi, pour conclure, comment on va réduire les
dommages risques pour les personnes consommatrices de drogue, rééduquer le système de santé, les prisons, et puis professionnaliser les serviteurs publics qui travaillent avec ces populations. Il faut qu'ils soient inclus convenablement pour garantir les droits humains, parce que les serviteurs publics violent les droits humains. Les personnes positives doivent être comprises dans la prise de décision de politique. On ne peut pas faire politique si on n'a pas inclus les usagers qui puissent décider, qui mettent en évidence les réalités. Merci beaucoup à Fanny Amaya et Maricel. Muchas gracias. On nous avait toujours appris à se taire, à ne pas parler. Gracias a todo el grupo. Merci à tous les groupes. On n'a pas pu dire au revoir à cause du temps. On aurait pu continuer avec ce débat en essayant allant le plus vite possible. On remercie les interprètes de tenir bon avec la vitesse. Donc, nous avons de différentes relations avec ces substances dans de différents moments de la vie des individus. Il s'agit des substances que lorsqu'on les consomme, ils vont affecter le système nerveux central et notre état d'esprit et quelques sensations et qu'il y a ceux qui sont légales, illégales. Nous avons le sucre comme légal et illégal, l'héroïne. Donc, on parle de dimensions. D'un côté, on a des définitions de l'État et les politiques publiques en matière de drogue qui cherchent à réguler, contrôler les flux des substances de la part de l'État et qui vont avoir une conséquence et comment à son tour la société va interagir avec certaines plantes ou substances en dépendant des différentes classifications. Il y a un impact de comment on perçoit et comment on établit un rapport avec les consommateurs. La base de ces politiques a été criminaliser l'usage, quelqu'un veut que les usagers, on les considère tant que criminels, mais aussi que la société elle-même va les reproduire. On parlait les problématiques des groupes AA, qu'on te fait sentir malade comme un consommateur de drogue. Donc, il y a des normes qui vont se reproduire. Cette nocivité qui est comprise dans les politiques. Donc, on a aussi parlé de ce que nous faisons de la part de la société civile et comment on peut aider les personnes qui sont logées de stigmatisation et criminalisation à l'heure actuelle. C'est un espace où la société civile a pu mettre en question l'État et la législation. Stigmatisation, le manque d'accès au niveau des services de santé, la prise en charge, le libre transit, des arrestations arbitraires. On a aussi évoqué que la stigmatisation sociale créée par les politiques de drogue ont provoqué des violations aux droits humains, confrontation avec la loi, et fait qu'il y a des stigmatisations de la part des médecins pour les personnes qui utilisent antidépressifs et qui te posent des questions ou qui te font des commentaires sans te poser des questions de façon arbitraire. La stigmatisation, c'est un concept de classe, une façon de séparer des groupes et refuser l'accès aux services en dépendant comment on voit la personne. Et ça, c'est une façon de contrôle social. Il existe une différenciation par type de drogue, substance et l'accès économique envers d'autres substances et de comment réduire des risques et dommages directement par rapport à la drogue. On a souligné l'importance de partager des informations entre pairs pour la prise de décisions beaucoup plus responsables. Accès aux produits tels que des préservatifs, des seringues, et puis, entre autres, et les conséquences qu'il peut y avoir et comment on peut réduire les conséquences de la consommation et créer des liens d'accompagnement envers les services de santé lorsque les personnes ont besoin et informations sur les programmes existants. Sur la politique des drogues, l'accord général, c'était que
Il faut éliminer la stigmatisation car ça crée beaucoup de dommages. S'il n'y a pas de stigmatisation, il y aura plus accès à l'information. C'est respecter les droits des personnes de choisir sur soi-même et la réduction de risques doit être des initiatives et non de la société civile, mais comprises dans la législation nationale, internationale. Il faut avoir des préventions non seulement dans les risques et dommages, mais aussi dans les bénéfices et les former pour devenir beaucoup plus sympathiques, de donner des informations scientifiques pour que la prise de décision soit basée sur ces données et non pas sur des choses subjectives. Information sur nos droits afin de pouvoir les défendre. Identifier lorsqu'ils sont en train d'être violés, à l'importance à la prévention intégrale, centrée sur l'individu, au-delà des substances, mais qui va privilégier le collectif sur l'individuel et que la communauté soit sujet et non pas l'objet de la prévention. Et le risque plus grand, c'est la criminalisation. Et il est à nous, les usagers, de lutter pour la dérégularisation parce que l'impressionnement, c'est le dommage le plus grand qu'on a au niveau de consommation des drogues. Il faut travailler, il faut provoquer des changements de l'État et nous accompagner en tant qu'usagers de drogue pour demander le respect et la garantie de nos droits. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Amaya. Et nous arrivons donc à la fin de notre session. Je vous rappelle qu'au chat, il y a 2 sondages, un en anglais, un en espagnol, afin que vous puissiez répondre. Et comme ça va nous apprendre, nous pourrons apprendre plus comme groupe. Vero, l'usage des substances et le VIH. Je ne sais pas si Vero est encore avec nous. L'usage des substances, la réduction de risques et dommages, et quels sont les risques qui peuvent être impliqués dans l'usage des substances lorsqu'une personne vivant avec VIH le souffre. Il est préférable de ne partager les pipes, ne pas utiliser des choses en métal pour éviter des particules qui vont rester dans pour le recyclage des matériaux, que ce soit plastique ou métal. Consommation de cocaïne aimable est beaucoup plus large dans beaucoup de régions que l'injection de substances. Donc ici, on peut continuer à voir que l'éducation des substances, on est aussi en train d'éviter la transmission VIH si nous menons à bien une bonne éducation et notamment les grands stigmas sur les substances et l'usage des médicaments antirétroviraux lors de l'interaction. Souvent, on se dit, si la personne boit de l'alcool, elle utilise les rétroviraux. Et donc, tu peux aussi avoir les rétroviraux et utiliser une autre substance. Mais cette interaction n'existe pas, sauf donc un rétroviraux spécifique et à vous de choisir. Dans la région, les grands usages est illégal, le tabac et l'alcool accompagnés de psychodrogues, clonazepam. Beaucoup de médecins ne le disent pas, ils ne le savent pas. Le clonazepam est utilisé, il est conseillé. Avec l'usage des substances et VIH, le thème d'être en dehors des systèmes de santé, parce que, comme ça a été évoqué par nos collègues,
notamment pour les communautés clés. Nous avons d'autres horaires. Peut-être le matin à jeûne, on ne va pas aller demander les services de santé. Nous allons les après-midi. Il faudrait avoir des services inclusifs qui soient à disponibilité matin et soir. Et ça devrait être intégré dans les politiques et dans les programmes. Parce que si les programmes sur ce qui sont les injections, on va être exclu parce que ce n'est pas une pratique de la région lorsqu'on aborde la problématique en Amérique latine et le Caraïbe. Il faut savoir également que l'objet principal que nous avons, c'est le préservatif. L'importance de donner les préservatifs. Et ne pas dire qu'il préfère de s'acheter de la drogue et non pas des préservatifs. C'est pourquoi l'État devrait être pressant et devrait être pressant pour nous procurer ces produits. Il est nécessaire d'avoir une régulation légale dans le sens que on a besoin de l'éducation basée en évidence, sans préjudice, sans des concepts moraux, en comprenant que les personnes âgées de drogue, nous savons prendre des décisions sur nos corps et ce que nous souhaitons consommer. Et il y a une relation que soi-même s'applique dans le quotidien comme tout le monde. Tout le monde va contrôler ses consommations, que ce soit de la nourriture ou autre. Et puis, il y a aussi une prévention. Régulation, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la prévention envers certains secteurs, mais il faut être réaliste, avoir accès sûr pour avoir des services de santé, des prises en charge pour les personnes usagers de drogue pour réduire les risques et les dommages, comme on l'a dit, accès aux produits et services essentiels et promouvoir des politiques publiques qui vont aborder la discrimination, la stigmatisation vis-à-vis les personnes qui consomment des drogues. On peut le voir à plusieurs juridictions. Nous, on aurait besoin de 3 heures de plus pour parler en profondeur de tout ce qu'on souhaiterait avoir pour un accès sûr et une régulation juridique. Nous avons des exemples de médicaments, alcool, tabac, cannabis pour l'usage médical et qui a été évoqué dans quelques conversations, la production des plantes psychoactives ou comme et les espaces sûrs, comme c'était l'expérience dans quelques pays d'Europe et maintenant au Canada. Bon, une des inquiétudes principales aussi au Mexique, la Colombie et dans d'autres pays est avoir un contrôle sur la production, qu'il puisse y avoir des règles d'étiquetage, des possibilités de doses risque amoindri et non pas avoir un produit mélangé avec un autre et qui provoque un risque beaucoup plus important. Fanny et d'autres intervenantes ont fait évoquer une meilleure information pour une meilleure consommation. Nous pouvons avoir pour les loisirs, pour donner des services à des populations spécifiques. On aime se regrouper et nous le voyons là maintenant lors du confinement. Nous avons un besoin de se réunir, nous voulons avoir un espace sûr pour le faire. Si tu as besoin de l'eau, de la nourriture, de l'information, nous avons l'exemple des coffee shops aux Pays-Bas. Et non seulement pour injecter, mais aussi pour inhaler et consommer. Et aussi, donc, contrôler la production juste à l'avant pour protéger les communautés productrices et assurer l'accès, la qualité aux usagers des substances psychoactives. Nous pensons que c'est possible, nous croyons que c'est essentiel pour renforcer les politiques des drogues afin qu'ils puissent mettre au centre les personnes et non pas les substances.
Et c'est ainsi qu'on va pouvoir réduire le risque de dommages et gérer le plaisir qui est les grands propos afin de pouvoir jouir de cette vie. C'est très important, notamment dans ces espaces où on parle de l'injection de drogue. Il faudrait élargir la conversation. Nous remercions les interprètes qui nous ont aidés pour la justice des langages et Rachel qui nous a aidés dans la logistique. Et à vous tous et toutes pour modérer, car il s'agit d'un effort conjoint pour préparer cette séance. Ici au chat, nous avons les liens pour pouvoir évaluer cette session et rester en contact. C'est ça qui est important. Ça, c'est un de nos objectifs. L'input, si vous voulez vous impliquer dans une organisation nationale, locale, nous voulons avoir beaucoup plus d'adhérents pour diversifier nos efforts, pour multiplier le nombre de personnes. Tu ne dois pas consommer les substances pour faire partie de notre mouvement, mais il faut seulement que tu crois que la législation n'a pas marché et qu'il existe une alternative qui peut bien marcher pour nos pays respectifs et nos communautés. Ici au chat, nous avons le sondage, l'évaluation. Et on nous a dit 120 minutes et c'est tout. Merci beaucoup et à vous tous et toutes et j'espère que nous aurons à nouveau l'occasion de pouvoir partager. Au revoir. Merci, au revoir. Merci de vos contributions. Merci.